La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonsoir Gracia. Bonsoir Anne. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Merci. Je suis super contente de te recevoir. Et donc voilà, on va commencer tout simplement par des présentations. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es ? Oui, bien sûr. Merci en tout cas déjà pour l'invitation. Donc je m'appelle Gracia. Je m'appelle Gracia, j'ai 31 ans. Je suis d'origine congolaise. Je suis mariée, maman. Et donc voilà, j'ai étudié à l'ULB. J'ai fait un cursus en sciences politiques et un master en gestion des ressources humaines. Ah, d'accord. Sciences Po et ressources humaines. Oui. Je ne savais pas qu'on pouvait... En fait, au départ, on ne pouvait pas. Je suis partie dans les études universitaires à 18 ans avec ma vision du monde, voilà mes objectifs, mes rêves. Et en étant dans les études, que j'ai beaucoup apprécié, je me suis rendu compte que je ne pouvais décemment pas faire une carrière là-dedans. Ça ne m'allait pas. Et j'ai voulu me recentrer vers quelque chose qui me ressemblait plus. D'où le master en gestion des ressources humaines. Et j'ai fait ma passerelle et j'ai pu avoir accès, moyennant des cours supplémentaires à ce master. Donc voilà. Ok, super intéressant. Ouais. Alors, question suivante. Est-ce que le terme afropéenne, c'est un terme que tu connaissais déjà ? Non, je ne le connaissais pas avant, pas du tout. Entre-temps, évidemment, sachant que j'allais être reçue par toi, j'ai un petit peu lu et écouté, mais effectivement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je comprends la contraction. Ça résume bien la situation ou le profil de beaucoup de femmes que nous côtoyons ici, issues de l'immigration africaine. Ouais. Et est-ce que tu t'y retrouves dans ce terme ? Je m'y retrouve, mais c'est vrai que je ne me définis pas par ce terme. Pas parce que... pas par rejet ou quoi que ce soit, mais c'est parce que je me définis comme étant moi, en fait. Et donc, c'est vrai que je suis moins dans des concepts comme ça où essayer de mettre un terme. Ouais, mais par contre, dans une case. Voilà, c'est ça. Mais afro-PN, bien sûr, totalement, c'est la contraction de deux concepts que j'intériorise complètement. Ok, parfait. Moi, j'aime bien savoir aussi, connaître un tout petit peu le parcours des personnes que je reçois sur le podcast. Donc, je vais te demander un peu comment s'est passée ton enfance, comment s'est fait le choix de tes études, qu'est-ce qui t'a un peu guidé, voilà. Écoute, mon enfance, j'ai une enfance très très heureuse, très douce, avec des parents à la compote, on peut même dire. Franchement, je suis très chanceuse. Donc, je suis née à Kinshasa. Donc, je suis la seconde d'une famille de 3 enfants. J'ai une grande sœur qui est de 2 ans, mon aînée, même pas, et une petite sœur qui est de 6 ans, ma cadette. Ma grande sœur et moi sommes nés à Kinshasa et avons rejoint notre papa quand il est venu en Europe. Il était médecin, gynécologue. Une patiente, à l'époque une Belge au Congo, avait apprécié son travail et ne voulait que lui pour son accouchement. Et donc elle a exigé qu'il puisse venir la faire accoucher à Brugman à l'époque. Et donc c'était en 1995, il est venu, il a un peu fait mouche dans le département, au niveau de l'ULB également, et on lui a proposé de rester, de refaire son équivalence, voilà, parce qu'à l'époque on devait refaire une partie de sa médecine pour avoir son équivalence, plus toute sa spécialité.
Une partie de la médecine, enfin, oui, générale, des études, oui, et ça. refaire sa gynéco. Oui, c'est ça. Donc 4 ans sur les 7, et plus toute la spécialité. Et c'était l'opportunité aussi de venir ici. Okay. Et donc il a dit oui, mais vous devez me laisser le temps d'aller rechercher ma femme et mes filles. C'est ce qu'il a fait, et donc on est arrivé là en 1996, et nous avons habité à Soigny la première fois que nous sommes arrivés ici. Oui. Donc s'en est suivi, donc mon père a repris ses études en même temps qu'il travaillait comme interne. On est resté à Soigny quelques années, puis on a rejoint la région de Mons où on est resté, on est encore établi. J'y habite également, j'ai rencontré mon mari, je me suis installée. Ah oui, donc vous êtes des montants, enfin oui. Vous êtes vraiment des Gaules. Oui, on est vraiment. Moi je pensais que tu étais bruxelloise, vu que pas du tout. Tu as croisé Marthe. J'ai croisé ta sœur à l'université, mais non, c'était. En fait, si c'était ma propre volonté, j'allais même pas être à l'ULB. Okay. Parce que moi, je suis une Wallonne, mais trop bien dans ma petite bulle, pur jus, trop bien dans ma petite bulle. Pas dans le sens fermé du terme, parce que voilà, on a toujours l'impression que la Wallonie, c'est un peu. Voilà, c'est pas la ville, donc c'est un peu. Bah, vue de Bruxelles. Oui, voilà, vue de Bruxelles. Mais détrompez-vous. On a accès à tout, on fait tout. Voilà, on exploite les langues, on a les mêmes. Voilà, on a absolument tout. Et donc moi je me sentais vraiment très bien là, et mon père il m'a dit mais non, en fait ma fille, il faut que tu ailles un peu plus loin, parce que c'est important d'ouvrir ses horizons. Et ma sœur était déjà à l'ULB, elle étudiait à ce moment-là à Solvay, et puis je me suis dit bon, ça va, je vais la suivre par là, et c'est comme ça que je me suis retrouvée là, j'ai fait la connaissance de ta petite sœur. Ah, c'est excellent, voilà. C'est excellent, tu vois, j'apprends toujours des choses. Et donc, tu as fait tes études, Sciences Po, dévié, HR. Oui, c'est ça. Ou RH plutôt, oui, parce RH. que HR... Ça dépend de la langue. Oui, ça dépend des langues, oui, mais c'est pas fait exprès, c'était RH que je l'ai dit. Et alors, raconte, comment ça se passe de rentrer dans le monde du travail pour une jeune femme noire? Mais écoute, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que j'ai abordé la chose en me disant je suis une jeune femme noire, je vais avoir des difficultés? Non. Mais est-ce que déjà, dans ton parcours précédent, donc enfant, ado, c'est quelque chose qui t'avait interpellé? C'est quelque chose avec lequel j'ai été confrontée assez rapidement. Mais par contre, jamais négativement, mais ça vient de l'éducation que j'ai eue. Okay. Quand on est arrivé à Soigny, la petite anecdote, c'est que dans l'école à Saint-Vincent, nous étions les seuls noirs. En 1996, il n'y avait que nous. Voilà, on n'était pas à Bruxelles, on était déjà quand même un peu reculés. Ma sœur et moi, on était les deux petites noires. Donc c'était vraiment curieux, on nous regardait, etc. Mais voilà. Mais très vite, les parents nous ont éduqués dans le sens de il ne faut pas ressentir la différence, il faut faire la différence. Okay. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Ah, ça c'est une belle phrase, disons que je note. Voilà. Et c'est vraiment comme ça qu'on a grandi. Donc effectivement, je savais, voilà, de par mes études en secondaire, voilà, honnêtement, je l'ai pas vraiment senti entre-temps. L'immigration s'est quand même activée au niveau de Mons. En tout cas, on n'était pas du tout seuls, ni stigmatisés. Ici, c'est une ville qui est très universitaire et très studiantine, et la plupart de l'immigration congolaise, ce sont des papas qui sont venus avec des bourses, en fait. Donc, on a beaucoup d'intellectuels, et c'est les valeurs qu'ils ont données à leurs enfants. Donc, généralement, voilà, dans une classe, quand on a 4-5 petits Congolais, ou peu importe l'origine, ils sont plutôt à se dire sûrement qu'ils vont bien travailler, parce que ceux-là, généralement, les parents sont un peu stricts. Oui. Tu sais que c'est pas le même son de cloche à Bruxelles? Non, pas du tout. Mais ça, j'ai découvert beaucoup plus grand. Ok, et moi, je découvre ce que tu me dis maintenant. Oui, vraiment, il fallait vraiment... Non, parce qu'on n'avait pas le côté... pas dire, je fais attention à mes mots. Oui, c'est vrai que c'est un peu délicat ce qu'on peut dire dans ces cas-là, mais on se comprend. Oui, voilà, on n'avait pas ils n'avaient pas d'a priori négatif, peut-être curieux, peut-être certainement un racisme latent, mais plutôt de l'ignorance. Plutôt de l'ignorance, des préjugés. Voilà, des préjugés, que vraiment la peur d'être volé ou quoi que ce soit. Donc à ce niveau-là, ça a été... Et donc du coup, quand j'ai abordé le monde du travail, je me suis toujours dit, je ne me suis pas positionnée comme une femme africaine qui allait avoir une difficulté, mais comme en fait une jeune diplômée qui allait devoir entrer dans un marché, et qu'on est plein à sortir de l'ULB absolument toutes
toutes les promotions. Et donc, il fallait faire la différence. Et très vite, je pense déjà à partir de la 3e bachelier, quand j'ai compris que j'adorais mes études, mais que j'allais bifurquer en ressources humaines, j'ai fait des stages dans différents endroits. Je faisais des stages non créditants, mais voilà, mon CV était rempli, tous mes jobs étudiants étaient dans les ressources humaines, absolument. Donc de mes 21 ans à quand j'ai été diplômée, j'avais rempli en fait mon CV. Et ce qui fait que quand j'ai terminé, j'ai été diplômée en juin et en septembre j'ai signé mon CDI. Mais parce que je ne m'étais pas mis comme frein, je suis une femme africaine. Voilà, c'est ça en fait. Mais je me demande s'il n'y a pas un côté, parce que tu es la 2e de Sciences Po que j'interviewe, et c'est vraiment le discours, c'est mes étés, je passais à faire des stages. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pas un truc qu'on vous inculque un peu dans ce cursus-là? Force est de constater. En fait, non, ce qui se passe, c'est que les sciences humaines, contrairement aux sciences exactes, je vais parler d'historie, de paramédical, etc., on est formé pour un métier. En tant que tel. Et donc, quand on a un diplôme d'infirmière, on travaille comme infirmière. Voilà, on peut être infirmière-chef, etc., mais on reste dans son domaine. Quand on a un diplôme en sciences humaines, comme Sciences Po, c'est vague. Voilà, c'est vague. L'éventail est très large. Alors ça peut être une force, ça peut être une faiblesse. Si on n'est pas structuré, c'est une faiblesse parce qu'on ne sait pas ce qu'on sait faire. Mais très vite, on doit se centrer sur des qualités et on doit préparer son avenir en disant voilà, je veux faire ça, je veux être en coopération et développement. On ne peut pas arriver avec un master et se dire qu'on a été affilié à aucune ASBL, qu'on a suivi aucun mouvement. Voilà, c'est du bon sens en fait. Donc, sachant ça, effectivement, quand je me suis redirigée de façon éclairée, en voulant également être sûre de mon choix. Les ressources humaines, c'est très large, on peut faire du recrutement. Oui, à nouveau. Voilà. Et donc, on peut faire de la paye, etc. Et je voulais absolument voir tout pour savoir un peu dans quel domaine j'allais pouvoir m'épanouir et avancer. Donc, voilà. Et dans quel domaine t'épanouis-tu? Écoute, aujourd'hui, je travaille comme coach dans une société qui s'appelle Securex. Comme coach? Oui, coach. Donc en fait, j'ai commencé, j'ai voulu faire un peu tout pour être un peu couteau suisse. Donc j'ai commencé, j'ai fait de la paye. Donc c'est beaucoup de droit social, beaucoup de droit du travail, avec les commissions paritaires à maîtriser. Et ensuite, j'ai évolué vers une fonction qui était un peu plus stratégique au sein de la société, un segment qui venait d'ouvrir, donc tout ce qui est l'accueil. Et donc qui emploie en fait des agents de contact, mais qu'il faut former au maximum pour qu'ils puissent répondre en première ligne. Et donc mon métier de coach, c'est gérer leur formation, autant sur la forme que sur le fond, leur calendrier de formation, j'en donne certaines en droit du travail, en droit social. Je donne des formations de développement aussi sur la gestion de l'agressivité. J'évalue, je double écoute, je conseille. Voilà, c'est ce que je fais. Et ça, c'est un truc que tu apprends sur le terrain, Oui, c'est quelque chose que tu apprends sur le terrain, mais auquel tu n'auras accès que si tu as une certaine qualification, de toute façon, au moment où tu postules. Mais c'est vrai que j'ai commencé dans cette boîte il y a 4 ans et j'ai atteint ce poste-là l'année dernière. Donc, voilà. Pas mal. Ouais. Et comment est-ce que tu vois ton avenir? Comment est-ce que tu vois l'avenir en général et le tien en particulier? L'avenir, moi je vois plein de possibles. Je suis quelqu'un de profondément optimiste et c'est pas parce que la vie a été facile, bien au contraire. Elle a bien tapé, mais justement c'est pour ça. Tant qu'on vit, tant qu'on est là en fait. Et donc j'ai plein de petits projets. Mon fond d'écran au bureau c'est Big things have small beginnings. Et à chaque fois je me mets ça en tête parce qu'on a toujours on voit t'as grand. Des belles phrases, dis donc. merci. Mais c'est vrai que j'aime le regarder en me disant oui, allez, il faut commencer quelque part, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on apprend à se connaître, on a beaucoup de petits projets. Et pour moi, ce qui me rend positif, c'est que chaque projet, il n'a pas besoin d'être public, il n'a pas besoin d'être forcément épatant pour nous nourrir et pour nous faire avancer. Ça, voilà. c'est juste. Pour moi, chacun de mes enfants, c'est un projet. Oui. Je les ai mis sur terre, je veux en faire des citoyens conscients, je veux qu'ils soient fiers d'eux, je veux qu'ils aient des bonnes valeurs. Donc ça, c'est mon plus grand projet.
parce qu'il va durer sur la longueur. Et encore après. Et encore après. Ouais. Hein, on n'est pas, je reste le problème de ma maman quand je ne passe à porte parce que la crèche est fermée et qu'il faut garder mon enfant. Donc, jusqu'au bout, ils ont sur le dos. Voilà. J'ai des projets personnels par rapport à mes passions. Je me suis découvert une très très grande passion pour la brocante. Oui, moi je suis une chineuse de ça j'adore. Ouais. Bah écoute, je suis passée par là, mais c'est passé. Mais je connais, connais ça. Donc c'est quelque chose qui me plaît. J'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose. Ici je m'amuse, hein, tout ce que tu vois ici. C'est... Mais ouais. Voilà, je m'amuse. Écoute, tu as beaucoup de goût. Ça, il faut vraiment dire que les choix sont très sûrs. Merci. Et des projets en commun avec mon mari, c'est très important aussi. C'est notre moteur, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné depuis presque 10 ans. Et on se dit que oui, on doit toujours avoir quelque chose qu'on fait ensemble. Chacun doit s'épanouir de son côté, mais on doit faire oui, vraiment, on doit se retrouver sur quelque chose. Et des projets professionnels parce que j'ai un plan de carrière et j'aimerais bien y arriver. Et pour moi, un pan n'empêche pas l'autre. Souvent, on a l'impression que on choisit d'être maman, on choisit d'avoir une carrière. Non. Il y a des moments, en fait, tout simplement. Il y a des moments où on est plus focus sur telle ou telle chose. Et il y a des étapes qui peuvent se passer. Et puis peut-être que voilà, la prochaine opportunité, je devrais la laisser passer parce que ce sera le moment d'être focus sur mes enfants. Et c'est ça qui est compliqué. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui est compliqué. Se dire que c'est pas le moment et d'être indulgent avec soi-même. Oui, c'est ça. Oui, c'est compliqué. C'est ça. Mais inversement, si on n'écoute pas cette petite voix intérieure, et qu'on sait foncièrement que c'est pas le moment, à partir du moment où on le fait, on est aussi dans le doute, dans les reproches avec soi-même parce qu'on se rend compte que voilà, on a forcé et que les choses doivent être naturelles, ça je suis absolument d'accord. Sinon c'est pénible en fait. Et ce que tu dis devrais aussi, c'est qu'en fait on le sent. On le sent, voilà. C'est juste qu'on se refuse de l'entendre, mais voilà, il faut savoir se dire ok, c'est pas mon tour. Et généralement, quand tu laisses passer ton tour, c'est qu'il y a autre chose et c'est vraiment ta place après. Ok. Donc, voilà. Bah, disons que tu es bien sage. Quelqu'un qui a 31 ans. Mais est-ce que tu peux nous dire si... tu as un tout petit peu répondu depuis le début, mais moi j'aime toujours savoir s'il y a quelque chose dans ton parcours qui t'a guidé, qui t'a... tu sais, un fil conducteur, une personne, un livre... N'importe quoi, mais tu te dis, voilà, ça c'est quelque chose que je transmettrai. C'est mon mantra. Oui, sans grande surprise, et je pense que c'est beaucoup de gens, ce sont mes parents. C'est mon cadre familial. Ma maman, mon papa, enfin je pourrais en parler pendant des heures. Deux personnes différentes, mais tellement proches de par leur façon de se battre en fait. Mais ça n'a jamais été une bataille agressive, j'ai jamais ressenti ça comme quelque chose de douloureux. Ça a vraiment été quelque chose de très naturel. Mon père a toujours fait, il n'est plus depuis peu, mais il a toujours fait énormément d'efforts. C'est quelqu'un qui avait une vraie humilité et pourtant c'est quelqu'un de grand. Ma maman, je l'ai vue quand elle arrive en Europe avec les réalités de l'Europe. Elle avait fait ses études au Congo, elle était gestionnaire d'un milieu hospitalier et puis elle est arrivée et puis elle s'est rendue compte que ce diplôme-là n'était pas reconnu. Elle avait 3 enfants sous le bras. Elle a repris ses études d'infirmière, comme rien. C'est ça. Et puis on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions et on le fait en 3 ans parce qu'en fait on a 3 enfants et qu'on ne va pas pouvoir le faire en 10 ans. Et à côté de ça, pendant qu'elle faisait ses études, nous on a toujours nos activités extrascolaires. On nous déposait à gauche, on nous déposait à droite. Elle travaillait à temps plein. Mon papa était médecin, donc toujours de garde. C'est quand même une femme, elle a porté ses 3 enfants. Il n'y a rien à dire. T'arrives chez ma maman, le pondou est sur le feu, la maison sent bon. Tu te demandes, mais comment tu fais en fait, à un moment donné, tu dors ou tu dors pas, ou ça se passe comment? Donc ça c'est un exemple. D'une part, de l'autre côté, on nous a aussi élevés, on est 3 filles, on nous a toujours élevés dans l'esprit de, pas forcément féministe ou girl power, mais vous êtes des personnes en fait. Donc trouvez votre propre passion et on vous suivra. Et même quand les passions étaient à l'âge enfantin, que c'était des bêtises, il y en a une qui veut être mannequin, l'autre qui veut chanter. Ok, tu veux faire? Ok, mais ma soeur elle aimait chanter. Ok, ben ça va, on va t'amener à un stage de chorale en Angleterre, tu vas chanter pour de vrai. Et on nous a toujours suivis, je me souviens, c'est bête, mais mon père il avait mis sur un mur un micro qu'il avait scotché pour que ma soeur puisse enregistrer comme un studio d'enregistrement. En fait, ils nous ont laissé
Rêver grand. Voilà, Ouais. c'est Et ça. c'est quand Et même. oui, et du coup, c'est capital. Et voilà, et tu vois pas de limite et tu te dis juste, Dans ton esprit d'enfant, c'est toujours possible. c'est en toujours fait, tu possible. deviens adulte. Voilà, c'est ça toujours possible. Et on s'attend au pire. Le pire peut arriver. Ils nous ont pas infantilisé. Ça, c'est aussi quelque chose que je vais garder. Il n'y a pas une épreuve, il n'y a pas un deuil, il n'y a pas un chic où nos parents n'ont pas dit clairement il s'est passé ça. On va à tel endroit, il y a ça. Donc en fait, on a vu la vie comme elle est et on s'est rendu compte que on a appris la résilience. Il y a des choses qui arrivent, mais les gens continuent à vivre, les gens continuent à se lever. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre et je leur remercie pour ça. Et l'échec qui n'est pas du tout une fatalité. Ça, si je dois raconter une anecdote, c'est ma première année à l'ULB, j'ai raté. À l'époque des moyennes à 12, je fais 11,80. La fin de mon monde. Pour moi, c'était vraiment la catastrophe. Ça t'est jamais arrivé de rater. Voilà, jamais raté. En plus, je vais en côte. Ça ne va pas. Donc, je rentre, je prends mon train vers Mons en deuil. J'arrive devant mes parents en deuil. Qu'est-ce que t'as? J'ai raté. Mon père qui rigole. Je dis, papa, j'ai raté. Il dit, t'as raté quoi? Donc, je lui explique, je vais reprendre. En plus, j'ai 2 cours cette année, je vais rien faire, ça m'énerve et tout. Et puis il me regarde et dit, mais tu t'es réinscrite au moins? Et ça, je suis restée bloquée, j'ai dit, pardon? Est-ce que tu t'es réinscrite? Ben non, prends ton ordinateur, réinscris-toi, puis après tu vas faire du shopping avec tes copines, et c'est tout. Et en fait, c'était ça. Pour lui, c'était vraiment un non-événement dans sa journée. Ouais, ça c'est un papa qui en a vu. Il en a vu d'autres. Oui, voilà, donc, il dit, elle c'est une débutante. Voilà, c'est ça. Il me dit que voilà, c'est rien. En fait, tu vas recommencer. Qu'est-ce que tu veux que je... C'est un fait, tu as raté. Tu recommences. L'année prochaine, tu vas réussir. Et puis voilà, tu gagnes, tu finiras une année plus tard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut pas rester là-dessus. Et le fait qu'il me calcule pas, en fait, parce que vraiment... Ah oui, je me suis sentie ridicule dans ma peine. Je me suis sentie ridicule dans ma peine. J'ai en fait, c'est ça, dans la vie, c'est ça. Quand on recommence, c'est tout. Fin de l'histoire. Ce n'est qu'une étape de la réussite. Et ça n'a été qu'une étape de la réussite. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a... Allez, franchement, super. C'est fou, comme en si peu de temps, tu nous as balancé de la sagesse. Allez, vivons encore. Bon, c'est ce que j'ai reçu, je ne fais que partager. Eh ben, on te remercie pour ce partage, c'était vraiment très instructif. Et oui, écoute, je te souhaite bonne continuation, merci. Que de la réussite pour tes projets. Oui. Et qui sait, bientôt tu reviendras nous raconter. Ah, avec grand plaisir. Et le même succès pour les podcasts. D'ailleurs, j'ai vu que ça continue à bien se télécharger. Donc c'est pas mal. C'est vraiment un format qui est très très chouette, comme je te disais. Donc ça s'écoute. C'est vraiment idéal, je trouve. Eh ben, merci beaucoup. On essaiera d'être à la hauteur pour la suite. Passe une bonne soirée. Pareillement. Et encore merci pour ta participation. Oui. Voilà les amis. J'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!